Razia m'a dit merci d'être avec nous. Vous avez des précisions sur Michel Rocard? Au début, il devait venir, être présent au déjeuner. Finalement, on l'a annoncé absent et on le voit là. Écoute, l'ensemble des anciens premiers ministres étaient invités. Je ne pense pas que lui, officiellement, ait déclaré qu'il n'y serait pas. Bon, voilà, on est dans ces périodes classiques où souvent il y a des rumeurs, des contre-rumeurs. En tout cas, ils y sont tous et c'est l'essentiel. Il devait être au café, d'après ce que j'avais su. Non, mais c'est vrai, c'est pas... D'accord, donc c'est pour ça qu'on l'a pas vu autour de table des anciens premiers ministres socialistes. Image donc que vous voyez en direct des jardins des Tuileries, où la cérémonie donc va commencer dans un tout petit instant. Hommage à Jules Ferry, on l'a dit, c'est l'un des symboles de ce que veut faire François Hollande, je vais y arriver, de ce quinquennat. Priorité à la jeunesse, à l'éducation. Hein. Priorité à la jeunesse et à l'éducation, avec une phrase forte qui a été rappelée tout au long de sa campagne des primaires, tout au long aussi de sa campagne des présidentielles. C'est-à-dire cet enjeu qui veut décrire une société de progrès, c'est-à-dire que la génération qui vient puisse vivre mieux que la précédente. Et donc avec un choix qui n'était pas évident au début, c'est-à-dire démographiquement une minorité. Vous savez qu'aujourd'hui en France, les moins de 18 ans sont moins nombreux que les plus de 60 ans, ce qui est historique. C'est une nouvelle donne démographique. Il a fait ce choix-là en disant je prends ce risque-là, mais je pense que l'avenir est ici essentiel et on ne peut pas avoir 10 000 priorités au regard de la situation du pays. Voilà quelle est la mienne. Et Jules Ferry, c'est aussi autre chose et je suis sûr que dans le discours de François Hollande, il y aura évidemment l'aspect laïcité, république, école de tous, école obligatoire, mais aussi un clin d'œil à ce qu'a été à un moment donné la nécessité, au travers du fait d'invoquer la figure Jules Ferry, de construire aussi une mémoire partagée, une histoire commune et ne pas ignorer ce qu'ont pu être les vexations du passé. Alors, Razia Madi, vous êtes en charge donc du service public au Parti socialiste. Et Éric Dupin, journaliste, auteur notamment de La Victoire empoisonnée. Vous allez suivre avec nous ces images que nous découvrons en direct depuis tout à l'heure sur iTélé. François Hollande, il y a quelques minutes, a quitté la cour de l'Élysée et il se dirige en ce moment vers le jardin des Tuileries où il rendra hommage à Jules Ferry. Est-ce que vous comprenez cette polémique qui a grandi depuis ces derniers jours concernant la personnalité de Jules Ferry qui avait défendu la colonisation, notamment avec des théories raciales? Comment François Hollande s'est-il défendu et comment a-t-il justifié son choix? La figure de Jules Ferry reste avant tout celle de l'école de la République et de l'école obligatoire, de l'école pour tous. Et pour autant, une des forces aussi, un des arguments de François Hollande, c'est de pouvoir regarder ce qu'il y a de meilleur dans notre société, dans notre histoire, tout en n'éludant pas ce que sont les sujets, les problèmes, ce qui a pu diviser. Et je pense qu'il va le faire. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Et il va le faire lors de son intervention. De la même manière qu'en parallèle de Jules Ferry, il y a aussi Marie Curie, cette étrangère qui, si elle avait dû être sanctionnée par la circulaire Guéant, n'aurait peut-être pas porté ce qu'elle a apporté à la science et à la France, en tout cas avec ses recherches et l'excellence académique française. Donc il va aller au-delà de la polémique, je pense, et peut-être qu'il y a une forme là de première étape de cette capacité à rassembler qu'il souhaite. C'est-à-dire, regardons notre histoire, il y a des zones sombres, abordons-les avec franchise et essayons de les surmonter en essayant de prendre ce qu'il y a de meilleur, ici, l'école et les vocations de l'école de la République. On va peut-être revenir sur cette annonce qu'avait faite durant sa campagne François Hollande de créer 60 000 postes au sein de l'éducation nationale tout au long de son quinquennat. Vous le disiez, Razia Madi, 12 500, création de postes par an. La question, c'est toujours la même. Comment financer ces créations de postes ? 12 500 postes par an, 2,5 milliards sur les 5 années d'investissements nouveaux. Un choix qui a été fait, assumé durant la campagne présidentielle, de revenir sur certaines baisses d'impôts. Oui, mais voilà, il a fait le choix. Il y a eu cette phrase entre les deux tours avec le débat entre le président sortant et le président actuel, désormais, François Hollande, qui était de dire, vous aviez choisi de défendre les rentiers, les plus fortunés. Moi, je fais le choix des enfants.
C'est un choix qu'il a fait, c'est un choix qu'il avait fait il y a plusieurs mois déjà. Ces 60 000 emplois, ce sont 60 000 emplois dans le domaine de l'encadrement, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du périscolaire, dans le domaine de l'accompagnement, de la lutte contre l'échec scolaire. Bien sûr, on a passé 48 heures ensemble lors des 48 heures pour les quartiers délaissés, donc y compris urbains mais aussi ruraux, et sans cesse la suppression par exemple des RASED, ce réseau d'aide pour les enfants en difficulté, était quelque chose qui était rappelé. Et je me souviens de cette phrase qui était aux politiques à lui rendre, qui était de dire, vous dites que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. Et il y a de cela dans le discours de François Hollande de cet après-midi, c'est-à-dire évidemment la dignité, plein de noblesse républicaine, etc. Mais surtout cette volonté de dire, voilà, la priorité, le cap, dès les premières heures de ma présidence de la République, il est là. Mais ma question, c'était ces milliards, on les trouve où? Je vous l'ai dit, en revenant sur un certain nombre de baisses d'impôts, et notamment le plafonnement des niches fiscales, la remise en cause de la réforme de l'ISF de ces dernières années, et puis bien évidemment avec une nouvelle tranche pour les plus riches, de 45%, plus les 75% sur le million d'euros supplémentaires quand même. Il restera de quoi payer quelques baguettes, et surtout de quoi financer l'avenir de notre nation. Je voulais vous proposer également une petite image rigolote qui nous arrive de l'Elysée, qui a été prise par notre journaliste Olivier Gangloff. Vous le voyez, ça y est, c'est l'image un peu symbolique de cette passation de pouvoir. Les portraits de Nicolas Sarkozy sont décrochés des murs. Ils sont, on ne sait pas exactement où ils vont partir, mais en tout cas, ils quittent le palais de l'Elysée, logiquement, et il y aura désormais une nouvelle photo de François Hollande qui devra être prise bientôt. Je ne sais pas si le choix du photographe, vous avez peut-être des informations, il y avait toute une histoire sur le choix du photographe. On ne sait pas si j'aime beaucoup le photographe de l'œil américain sur votre... Charles Omanet. Voilà. Mais, il est pas mal. Photographe de presse, je ne sais pas trop si... Je n'ai aucune information à ce sujet. Alors voilà, c'était la petite image qu'on voulait vous proposer sur iTélé, alors qu'on va continuer de regarder ce cortège qui traverse Paris. C'est symbolique également. Le président de la République passe devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui sera renouvelée bientôt. Oui, et ça c'est un petit problème, parce que pour le coup, ces élections législatives, là pour le coup il y a une élection présidentielle, il y a des élections législatives, ne sera pas très très simple. Parce qu'on a bien vu que la droite n'a pas disparu, 48,4% pour Nicolas Sarkozy le 6 mai, ce n'est pas rien. Certes, il y a un haut niveau du Front National qui peut aider la gauche. Certes, la logique politique fait que la probabilité est que les Français donnent une majorité au président de la République. Mais le résultat n'est pas acquis, et notamment compte tenu du fait que la gauche n'est pas que le Parti socialiste, qu'il y a eu des accords passés avec les écologistes, qu'il y a un front de gauche qui s'est quand même renforcé. Je ne suis pas sûr que les socialistes auront à eux seuls la majorité absolue. Ça risque d'être difficile. C'est vrai qu'on a vu un sondage récemment où il y avait les voix de droite, UMP+, Front National, étaient plus nombreuses que les voix de gauche. Oui, sauf que les additions sont voilà, un peu c'est plus pas complexes, arithmétique, mais c'est un peu... Mais malgré tout, je pense qu'il y aura une bataille. Je ne pense pas que les socialistes la sous-estiment et qui pensent que l'affaire est gagnée. Et parce que je crois que la bataille ne sera pas simple. Tout à fait. J'ai coutume sur le terrain de dire le 6 mai, on a peut-être réalisé le changement, en tout cas c'est une évidence. Maintenant il va falloir le réussir. Hier nous avions un conseil national du Parti Socialiste durant lequel François Hollande est venu nous dire au revoir, et ça n'est qu'un au revoir jusqu'à dans 5 ans je l'espère. Non, il a dit 5 ans au moins. 5 ans au moins. Comme quoi, il pense déjà à se représenter. Voilà, c'est ce que je vous dis, 5 ans. Bon, à partir de là, il y a en effet, et vous avez raison, il faut être vigilant, et un appel à la mobilisation très important, parce qu'il y a eu un programme présidentiel. Pour que ce programme soit appliqué, il faut une majorité, pour reprendre ces termes, large, cohérente et loyale. Hommage à Marie Curie, il est 14h46, donc sur iTélé, journée exceptionnelle après l'investiture de ce matin, après-midi d'hommage à Jules Ferry, hommage à l'éducation dans le jardin des Tuileries, hommage à l'école laïque et gratuite, hommage désormais à la science, à ces personnes d'origine étrangère accueillies en France.
C'est un symbole fort. Razia Madi, on en parlait tout à l'heure, le symbole de cette éducation. Encore un deuxième symbole fort en cette première journée pour François Hollande. Je pense que ce qui est en train de réussir à travers l'organisation de cette matinée, puis de cet après-midi, François Hollande, c'est quasiment un condensé de ce qu'il souhaite exprimer et réaliser. C'est-à-dire à la fois la simplicité d'un homme, on l'a vu encore là échanger des traits d'humour, en disant qu'il était désolé d'être là à cause de la pluie, donc à la fois cette proximité, et en évoquant à la fois cette simplicité, cette dignité, ces priorités que sont la recherche, l'innovation, l'école, l'éducation, malgré tout, qui sont des axes programmatiques, revenir à la fois sur la mémoire de la colonisation, tout en évoquant au travers de la figure de Marie Curie, cette étudiante étrangère dont je disais tout à l'heure qu'avec une circulaire Guéant, elle n'aurait peut-être jamais découvert ce qu'elle a découvert, eh bien, il parvient là à dessiner les contours, et je vous l'avais dit tout à l'heure, pour lui vraiment, les premiers jours, les premières semaines, la première année, impacteront définitivement le quinquennat. Il s'y prépare, il y a préparé, on a envie de le réussir, en tout cas pour ce qui me concerne, avec lui. Vous parliez Razi, de l'humour de François Hollande. C'est sa grande force, on en a beaucoup parlé. C'est principalement ce qui le caractérisait jusqu'ici. Est-ce que vous, qui faites partie de son entourage, vous avez eu l'impression ces derniers temps, notamment depuis le 6 mai, que cet humour, il l'a volontairement freiné ou mis un petit peu en retrait pour mieux endosser l'habit présidentiel ? Mercredi, lorsqu'il est venu saluer les équipes, lorsque nous l'avons rencontré à son QG, mais hier encore au Conseil national du Parti socialiste, il a gardé ce trait d'humour. Il a gardé ce trait d'humour hier lorsqu'en conclusion de son propos, il disait le temps qui m'est imparti va se terminer, parce que vous savez, il y a aussi une coutume au Parti socialiste, au Conseil national, lorsqu'on intervient, on intervient pour 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc il a fait ce clin d'œil-là pour rappeler qu'il était un militant parmi d'autres, alors qu'il ne l'était pas, tout le monde le savait. À son QG, il a dit j'ai changé de statut, mais vous aussi. Il a dit il y a ceux qui vont être candidats, il y a ceux qui deviendront peut-être ministres, et puis il y a ceux qui n'auront rien. Et il a dit c'est important de ne rien avoir, s'engager. Bon, bref, il a gardé cet humour-là, mais c'est un humour intelligent qui transmet toujours un message. Voilà, c'est une journée pluvieuse mais historique et symbolique pour François Hollande qui devient donc le 7e président de la 5e République. Il n'a pas prononcé de discours rue d'Ulm, mais il l'a longuement discuté avec ceux qui sont sur place. Et Valentine le disait, il va maintenant reprendre sa voiture pour se diriger vers l'hôtel de ville où l'attend Bertrand Delanoë. C'est vrai que le message à la communauté scientifique, il est important parce que tout d'abord, elle s'est sentie effectivement très mal traitée par Nicolas Sarkozy. Et en plus, on a beaucoup analysé le succès des pays dits émergents et maintenant pratiquement nouveaux patrons du monde comme étant des pays qui ont beaucoup misé sur la recherche, sur le développement et sur justement les scientifiques. Donc le message, il est double. D'abord, il est politique parce que c'est une communauté citoyenne politique qui essentiellement se classe à gauche, mais surtout parce que la puissance des nouveaux pays s'est basée sur la capacité à pouvoir accélérer la recherche, le développement et faire en sorte que des nouveaux produits viennent justement à accélérer la croissance de ces économies. Et ça, c'est effectivement là-dessus une analyse qui se base sur les circonstances du nouveau monde. Tout à l'heure, je vous disais que François Hollande, dans cette matinée, ce début d'après-midi, il y avait là un condensé de ce qu'était sa stratégie de redressement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule politique possible, on ne peut pas faire autrement. Il sait très bien que la situation est difficile, on l'a suffisamment rappelé, les Français sont lucides sur ce point-là. Mais surtout, il y a, je vous disais, cette matinée, ce début d'après-midi, l'éducation, l'enseignement, la laïcité, la République, l'école obligatoire, la recherche, l'innovation, je souscris à ce qui vient d'être dit par Michael Darmon, et ce soir, l'Europe. C'est-à-dire que vraiment cette journée est déclinée comme cette cohérence qu'il ne cesse de rappeler, cette constance de les Français ont voté pour un président de la République qui avait une stratégie de redressement du pays avec des efforts qui doivent être justes, avec des objectifs qui doivent être clairement affichés et des priorités qui ne doivent pas être trop nombreuses pour demeurer des priorités. Et dans cette journée-là, je pense que nous avons le style, la forme, la dignité, le sérieux, le respect, la proximité et puis éducation, recherche et innovation. Et ce soir, eh bien l'Europe. Vous êtes convaincu? Il ne manque Razia Madi, comme une majorité de Français. Socialistes. Comme une majorité de Français. Ça, on pourrait pas en douter. Il ne manque plus la réalité pour
pour pouvoir éprouver. Et on découvre sur ces images d'une qualité relative le bain de foule de François Hollande, rue d'Ulm. Il a quitté l'Institut Curie sous la pluie, mais heureux. Il faut rappeler que François Hollande rencontrera Angela Merkel en fin d'après-midi, une chancelière relativement affaiblie. Oui, et c'est sans doute là, tout se passe bien, je dirais, pour François Hollande jusqu'à présent. L'étape la plus difficile de la journée, c'est évidemment la rencontre avec Angela Merkel. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais simplement que là encore, François Hollande, contrairement aux apparences, est quelqu'un d'un peu têtu. Et donc son pacte de croissance, il ne se fait pas beaucoup d'illusions. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui passe en force. Il est très sensible au rapport de force, mais justement parce qu'il est sensible au rapport de force, il sait qu'il a un interlocuteur affaibli. Il sait que les électeurs grecs ont voté en majorité contre l'austérité. Il sait qu'il y a des lignes qui ont bougé dans la bureaucratie européenne, si je puis dire, et donc il tentera quelque chose. Mais pour revenir d'un mot sur la question des nominations au gouvernement, de ce que disait Michael Darmon, il y a une chose qui est importante, c'est que François Hollande, ça c'est pas forcément connu parce qu'il a l'air comme ça d'être bonhomme, d'être quelqu'un, d'un type sympa comme on dit. Il est peut-être sympa, mais c'est quelqu'un qui sait mettre de côté son affect. C'est quelqu'un de très politique qui, lorsqu'il a des nominations, lorsqu'il a des choix à faire, ne les fera pas en fonction de son affectivité, mais en fonction de l'efficacité. Et c'est de cela que seront victimes, sans doute, un certain nombre de ses proches. Et en particulier, premier cercle. Totalement. Voilà, absolument. Totalement, mais c'est parce que aussi il y a sa nature qui l'amène vers ça. Et puis je pense qu'il y a l'idée qu'il se fait de la fonction, c'est-à-dire que on ne nomme pas ceux qui ont été proches. Il n'a pas cette vision. À la fois, il est un homme de la méritocratie, mais il ne considère pas que parce que on lui a été loyal et fidèle, dans ce cas-là, on mérite d'eux. C'est-à-dire qu'à la limite, même si au niveau du choix du Premier ministre, il y a une volonté d'avoir quelqu'un avec lequel on s'entend bien, c'est pas tellement parce que ça lui plaît, mais parce qu'il considère que c'est nécessaire et efficace dans cette première partie du quinquennat. Sur la question européenne, et là c'est essentiel, vous avez vu que ce matin, l'ensemble du service de presse, et Angela Merkel elle-même, s'est empressée de déclarer que en Nord-Westphalie, la défaite n'avait aucun impact sur l'orientation qui était la sienne de ne pas bouger d'un pouce sur la défense du pacte d'austérité. Je pense qu'en effet, l'évaluation du rapport de force est évaluée par François Hollande. D'ailleurs, il ne l'évalue pas seulement qu'en termes de rapport de force. Je pense qu'il y a une grande rationalité derrière. Et sa conviction, il nous le répète d'ailleurs depuis 2 ans, avant même qu'il soit candidat aux primaires, c'est que de toute manière, il n'y a pas de solution à la crise en rajoutant de la crise à la crise. Olivier Ravanello, vous venez de nous rejoindre. L'entretien peut durer très longtemps. Voilà, Valentine le disait, cette information qui vient de nous parvenir sur la Grèce, les 3 grands dirigeants du pays des partis politiques ne sont pas parvenus à former une coalition, ce qui veut dire que les Grecs vont devoir retourner aux urnes pour de nouvelles législatives. Cet échec, est-ce que quelque part ça peut jouer, entre guillemets, en la faveur de François Hollande ce soir, face à Angela Merkel qui prône l'austérité? On rappelle que François Hollande avait dit que l'austérité ne devait pas être une fatalité. Je pense qu'il faut dissocier les deux. Il y a en effet le volet allemand dont on a parlé, et puis la crise en Grèce qui est une crise politique profonde, et personne n'a intérêt au scénario qui est en train de se dérouler en Grèce. Personne ne peut en sortir gagnant, à commencer par les Grecs et même au niveau de l'Union européenne. On rentre dans une zone de flou absolu où il y a eu un scrutin. Les électeurs ont parlé, ils ont envoyé un message très fort à la classe politique en disant que ce plan de rigueur, il n'était pas prêt dans une grande partie à vouloir l'assumer et le suivre. Et le résultat a été l'incapacité de sortir une politique cohérente de ce message qui est venu des urnes. Et donc on retourne aux urnes. C'est un peu comme si on disait aux Grecs, vous avez mal voté, il faut recommencer. Et si possible, essayer de dégager une majorité qui soit capable d'appliquer ce plan de rigueur qui a été proposé par les autres des pays. Donc cette crise grecque est une crise profonde de la démocratie qui ne peut avantager personne. En revanche, et on en reparlera sans doute, il y a sûrement dans le voyage de François Hollande à Berlin, une solution transigée qui est envisageable. On ne peut pas penser que le premier geste de politique fort que va faire François Hollande, il va le faire à Berlin, il prend le risque d'aller dans un mur et d'avoir une Angela Merkel qui lui dit non et de repartir sur un constat d'échec. Il y a une solution possible qui est un ajout au traité, un texte, une volonté de se mettre ensemble sur des politiques de croissance. Le couple franco-allemand au départ
ça marche toujours mal, ça finit toujours bien. On est dans cette logique-là, mais on ne peut pas imaginer, y compris que Pierre Moscovici, qui est derrière tout cela, envoie François Hollande dans un mur à Berlin. Il va y avoir sans doute une solution proposée ce soir. Très rapidement, là où j'ai juste une nuance avec votre analyse, c'est que ce soir, ça n'est pas le début et la fin. Ce soir, c'est le début d'un processus qui a normalement pour borne d'arrivée le 18 juin et le Conseil européen. Et donc, à la fois ce qui va se passer en Grèce, à la fois la manière dont va être digérée aussi la défaite d'Angela Merkel, qui a été quand même assez cinglante, même si l'objectif n'est pas d'arriver en disant « bon, vous avez perdu l'élection, nous on a gagné une présidentielle, donc à partir de maintenant, il va falloir… » Mais il y a aussi des processus politiques. Il y a des déclarations communes entre le PS et le SPD. Il y a aujourd'hui des pays qui… envoient des signaux et qui vont continuer à les envoyer, notamment avec l'évolution de ce qui se passe en Grèce. Parce que ce que vous oubliez de rappeler, c'est qu'il y a eu l'élection en Grèce, mais que depuis, ceux qui sont contre les politiques d'austérité, et notamment le principal parti dit d'extrême gauche, prend entre 10 et 14 points dans les sondages. Donc ça veut dire qu'on ne va pas à ce stade, s'il n'y a pas un infléchissement de la politique sur le pacte d'austérité, avoir d'évolution, notamment sur le front grec. Donc à partir de là, il y a quelque chose d'essentiel. Il y a aussi des élections législatives en France et François Hollande est conscient de ce chemin qui part d'aujourd'hui et qui est censé normalement se conclure au Conseil européen qui s'ouvrira le 18 juin. D'où l'importance de nos élections législatives. Un dernier mot d'Éric Dupin qui doit nous quitter. Oui, hélas. Oui, juste une chose. L'aspect psychologique dans les relations internationales, ça compte. Comme vous le savez, entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, ça n'a pas toujours été simple. De ce point de vue, sans doute, le caractère de François Hollande peut éventuellement, je ne connais pas Angela Merkel personnellement, mais faciliter les choses. Donc on peut établir un contact. En même temps, Angela Merkel est également quelqu'un de têtu. Elle est allemande et elle est même est-allemande. Bon, ce qui fait qu'on peut craindre en effet un faux compromis, simplement un addendum au pacte, au traité qui a été négocié et qui soit une politique Michel-Michou, qui ne soit pas ni une politique de relance, ni une politique d'austérité. À ce moment-là, évidemment, on serait dans une situation très difficile en Europe et en France. Et à ce moment-là, les électeurs auraient vraiment fait un cadeau empoisonné à François Hollande en le portant à l'Élysée. 15h22 sur iTélé. Depuis ce matin, vous suivez cette journée particulière, cette journée spéciale pour François Hollande, cérémonie d'investiture ce matin à l'Élysée. Vous avez pu le voir. On va remercier peut-être Razia Madi qui doit partir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en charge du service public au Parti socialiste, secrétaire national également. Un mot pour résumer cette journée, on vous a vu extrêmement fier quelque part. Fier, heureux, et puis un sentiment de responsabilité qui m'amène à vous quitter pour aller convaincre les électeurs de Montreuil et de Bagnolet, comme je le fais depuis de nombreux mois, pour réussir le changement. Voilà. Pour les législatives. C'est ça. Merci à vous.